Ok, on va parler maintenant de la deuxième partie du chapitre 14 sur les composantes de l'optoélectronique. Il s'agit ici d'une première version qui sera modifiée plus tard vu que j'ai pas eu le temps de complètement terminer. Euh, donc, cette partie 2 sur 3, on va parler des composants de l'optoélectronique. Donc on va parler de quoi comme composants? On va parler déjà des composants qui sont capables d'émettre de la lumière. Donc on va parler de la diode électroluminescente. Alors la diode électroluminescente, on peut la trouver sous plusieurs formats, soit en boîtier coloré comme ici. Donc finalement à l'intérieur, ça peut être en train d'émettre du blanc par exemple, ou du rouge, ou peu importe finalement, mais en tout cas c'est le boîtier coloré qui va donner la couleur. Soit on peut avoir des boîtiers transparents ici. Alors boîtier transparent, ça peut être des LED qui émettent du rouge, du vert, du bleu, du jaune, mais ça peut être aussi des LED qui émettent du blanc. Et si on a ici des boîtiers transparents avec 4 pattes, c'est des LED qui en général à l'intérieur contiennent euh, une rouge, une bleue et une verte. Et on est capable, grâce aux 4 pattes, de commander chacune des couleurs et donc d'avoir les couleurs au final qu'on veut. Et on verra ça l'année prochaine. Un autre mode de présentation des diodes électroluminescentes que vous voyez moins généralement en cours, mais qui existe, c'est les petits boîtiers comme ça. Ça, on les retrouve par exemple dans les bandeaux LED. On les retrouve aussi quand on a des LED de très très haute puissance. De très très haute puissance, elles sont souvent sous forme d'un petit boîtier comme ça, collé sur un radiateur. Donc un radiateur, c'est une pièce métallique qui sera capable d'évacuer la chaleur parce que quand on a des LED de très 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 haute puissance, ça éclaire énormément et ça chauffe un petit peu, même si les LED de manière générale chauffent beaucoup moins que par exemple les ampoules à incandescence ou tout ce qui est halogène. Donc ça c'est le premier type de composant. On verra aussi les diodes laser. Alors les diodes laser en fait elles ont une particularité, c'est qu'elles sont souvent dans un petit boîtier métallique et on verra pourquoi tout à l'heure. Pourquoi elles sont dans un boîtier, pourquoi elles sont plus grandes que les LED classiques. On verra aussi tout ce qui est dans les photos, dans les composants qu'on a déjà vu un petit peu en activité, les photodiodes. Alors les photodiodes, elles peuvent se présenter sous ce format-là. Par exemple, ici, ce serait une photodiode infrarouge probablement, mais en fait, elle peut très bien être aussi en boîtier transparent. Elle peut aussi être en boîtier métallique. En fait, les photodiodes se présentent sous plein de formes. On a les phototransistors. Phototransistors, donc on sait, on a vu la différence dans la première activité avec la photodiode, on la reverra un petit peu ici. Mais visuellement, en fait, on peut pas vraiment faire la différence entre une phototransistor et une photodiode. Donc faites attention quand vous les rangez. Nous, on a le problème au labo de physique appliquée. Les photodiodes et les phototransistors ont été rangés ensemble. Et le seul moyen de savoir qui est qui, c'est de tester le composant pour voir si c'est un photodiode ou un phototransistor. On a ensuite les photorésistances, qui était l'activité 2 qu'on a fait ensemble. Donc une photorésistance, par contre, elles ont quasiment tout le temps la même forme. C'est une forme de serpentin comme ça. Alors je dis quasiment tout le temps parce qu'il existe une nouvelle génération qui vient d'apparaître il y a très peu de temps, hein, on compte ça en quelques petites années, qui est sous forme d'un boîtier comme ça transparent. Donc vous voyez que les trois types de composants finalement, si on les range mal, c'est compliqué de faire la différence. C'est simple de faire la différence quand on les teste parce que eh ben, la photodiode, la photorésistance ici, ce qui varie quand je l'éclaire, c'est sa résistance. Donc du coup, c'est pas du tout le même comportement que les photodiodes et les phototransistors. Et le dernier élément, ce sera les capteurs CCD qui sont au programme de physique appliquée, hein. Et donc le capteur CCD, c'est une petite puce. C'est ce qui est utilisé à l'intérieur des appareils photo. Quand vous prenez une photo, c'est sur le capteur CCD que finit la lumière et c'est lui qui va convertir tous les signaux électriques en valeur pour les pixels. Et ça, on fera un petit détail tout à l'heure dessus. Alors la diode électroluminescente, vous l'avez vu en TP, c'est quoi son schéma? C'est une diode qui émet de la lumière. Donc comme elle émet de la lumière, on fait des flèches vers l'extérieur. Alors une diode, elle a une anode et une cathode. Comment on se souvient de où est l'anode et où est la cathode? Donc je le réexplique pour ceux qui s'en souviendraient pas. L'anode, je vais tracer un A comme ça, et donc c'est du côté du A. Ça fait ici j'ai un mur, donc je l'écris du côté du A. Donc ça c'est l'anode. Et la cathode, je vais tracer un K comme cathode, et donc c'est de ce côté-là qu'on trouve la cathode. Voilà un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir tout le temps de quel côté est l'anode et de quel côté est la cathode. Quelle est la caractéristique principale d'une diode? Une diode ne laisse passer le courant que dans le sens de la flèche.
Donc ici, le courant est forcément dans ce sens-là. Comment je vais utiliser une diode électroluminescente? Je vais lui mettre une tension à ses bornes. Problème, c'est que si je lui mets une tension trop grande, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir trop de courant et ma diode, bam, elle crame. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour limiter le courant dans une diode, on prend une résistance, ici, qu'on met en série avec la diode. Comment on calcule la résistance? Alors attention, je réexplique vite fait le calcul ici. Comment je calcule la résistance? La résistance, il veut pas que j'écrive, voilà. C'est la tension aux bornes de la résistance sur son courant qui passe dans la résistance. Donc le courant qui passe ici, je rappelle, comme on est en série, c'est le même qui passe ici. Mais la tension aux bornes de la résistance, qui est là, UR, c'est quoi? Si ici j'avais par exemple le générateur qui émet 5 volts, donc je l'appelle V, et la tension de la diode, que je vais appeler UD, si ici j'ai 5 volts et là j'ai 2 volts, il me reste sur la résistance que 3 volts. Donc UR, c'est quoi? C'est V moins UD. Donc V moins UD sur I. Donc voilà comment je calcule la valeur de la résistance. Dis par exemple, j'étais donc avec mon Arduino, j'alimente en 5 volts, j'ai une diode qui a une tension de conduction de 2 volts, donc il me reste 3 volts. Et le courant maximum dans les diodes classiques, on va dire que c'est du 20 mA. Je vais faire 3 volts divisé par 20 mA. Ça me donne à peu près du 150 ohms. Donc, pour une diode classique, il faudrait que je mette du 150 ohms. Si dans mon tiroir, j'ai pas 150 ohms, pour être sûr de ne pas griller ma diode, je mettrai toujours la valeur au-dessus. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur comment on calcule la résistance quand on a une diode. Attention, c'est un calcul qui tombe très souvent en BTS et qui est, on va dire, la base de base de base de base. Donc si vous savez pas faire ça, un jour de présentation de projet ou comme ça, vous vous faites allumer. Maintenant, on va regarder la caractéristique de ma diode électroluminescente. Donc je vais tracer la tension aux bornes de la diode en fonction du courant. Et bien en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le cas idéal, en gros, ici, je vais le faire avec un laser. Cas idéal, c'est que ma diode, tant que j'ai pas atteint une certaine tension seuil, elle éclaire pas. Et ensuite, si c'était une diode idéale, elle éclairerait, la tension ne changerait pas en fonction du courant. Ça, c'était si elle était idéale. Mais en vrai, il y a des petits défauts. Et donc, en fait, la caractéristique réelle, c'est comme ça. Donc, pour une LED rouge, par exemple, on va avoir ici cette caractéristique-là. Et donc, si je ne suis pas au-dessus de 1,45 volts, j'ai même pas 1 mA. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je verrai vraiment pas ma LED s'allumer. À partir d'ici, là, à partir du moment où ça décolle, c'est le moment où elle commence à s'allumer. Mais vraiment, pour qu'elle s'allume, il faut considérer un petit peu plus loin. Dans les datasheets, cependant, on ne vous donne pas cette tension seuil. D'ailleurs, cette tension seuil, on s'en fout un petit peu, on ne veut pas l'éclairer avec 1 mA. Nous, souvent, on veut l'éclairer avec 20 mA. Donc souvent, quand on vous donne la tension seuil, la tension forward de la diode, c'est pour 20 mA. C'est marqué dans les hypothèses de ce qu'on vous donne. Et donc ici, par exemple, ce serait à peu près 1,9 volts. Donc ici, mon UD, quand j'ai mes 20 mA, c'est 1,9 volts. Mais il faut voir que chaque LED a besoin d'une énergie différente. Vous vous souvenez que chaque photon, pour être émis dans une couleur différente, il lui faut plus ou moins d'énergie. On avait dit, plus on va vers le bleu, plus il faut d'énergie. Et donc du coup, le vert qui est au milieu, il lui faut un petit peu plus d'énergie, donc il faut une tension un peu plus grande pour venir arracher ce qu'il faut pour émettre de la couleur. Donc ici, on retrouve une tension 1,8, tension seuil de 1,8, mais ce qui nous intéresse nous, c'est qu'à 20 mA, on est à peu près à 2,3. Alors bien sûr, ça dépend à chaque fois de la LED, du composant, par quel constructeur ça a été créé, tout ça. Donc faites bien attention, c'est que ces LED-là, il faut vraiment tester la LED avant de la brancher. Parce que certaines LED vertes seront ici avec 2,2, d'autres 2,3, d'autres 2, 2,5, etc. Ça dépend aussi de la puissance de la LED, ça dépend de plein de choses. Et enfin, les LED bleues. Les LED bleues, elles sont encore plus à droite. Donc on voit qu'ici, on a carrément un gros saut. Et on voit qu'ici, on est à, par exemple, pour 20 mA, à peu près à 3,8. Donc il faut faire très attention quand j'éclaire des LED. Parce que même si j'avais déjà calculé ma résistance et que je change la couleur de la LED, la valeur de la résistance, il faut la recalculer. Elle dépend vraiment de la couleur de ma LED.
Voilà pour la diode électroluminescente. On va parler maintenant de la diode laser. Donc normalement, vous avez regardé la petite vidéo de 5 minutes sur comment le laser fonctionne. Si vous l'avez pas encore regardé, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à aller la voir. Donc le symbole d'une diode laser, c'est comme ça. Alors c'est pas un symbole qu'on retrouve souvent, tout simplement parce que nous, en tout cas en BTSSN, on travaille jamais avec des diodes laser. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur le fonctionnement. Comment ça fonctionne? À l'intérieur du milieu, je vais avoir ce qu'on appelle un milieu actif. Et de chaque côté ici, je vais avoir des miroirs. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir ici avec une source extérieure, ce qu'on appelle une source de pompage. On va venir exciter l'intérieur, le milieu actif. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'excite le milieu actif? Eh bien ici je vais venir éclairer, hein, je vais donner de l'énergie à des éléments qui vont passer d'une énergie bas de la bande de valence à la bande de conduction. D'accord? Et donc ils passent à un état haut. Donc ils sont à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe pas grand chose. Ils vont à un moment, s'il se passe rien pour eux, ils vont se désexciter parce que imaginez il est en train de bouger dans tous les sens, au bout d'un moment il finit par se désexciter. Ça c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Ok. Bon, l'émission spontanée c'est bien, mais j'ai avec ma source de pompage fourni un photon qui a excité une fois, et quand il redescend, il remet un photon. Et on va se dire, mais du coup, c'est pas intéressant du tout, parce que j'ai fourni du 1 pour 1, donc j'aurais mieux fait de mettre ça directement pour éclairer vers l'extérieur. Mais en fait, il y a un deuxième phénomène qui existe. Le phénomène qui est là, c'est que cette longueur-là, c'est pile poil l'énergie qu'il faut pour passer de là à là. Et il existe une propriété de la matière qui fait que si je l'excite pile poil avec la bonne longueur, et bien dans ce cas-là, ça va émettre deux fois le photon. Alors ça émet deux fois le photon, et donc s'il tape deux autres potes qui étaient excités, qu'est-ce qui se passe? Chacun va émettre deux fois, donc il y en a 4 maintenant, et chacun ensuite va re-émettre deux fois, donc il y en aura 8, et ensuite deux fois, 16, etc. etc. C'est le phénomène d'avalanche. Alors ici c'est une avalanche électronique, c'est-à-dire que on en a excité quelques-uns, et ma source de pompage continue de fournir l'énergie de base pour les premiers, et pour entretenir l'avalanche, mais normalement mon avalanche ici, elle se fait bien toute seule. Alors maintenant, pourquoi il y a les miroirs ici? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un laser, on veut que le laser, donc il soit d'une seule couleur, et là, une seule couleur, ce sera pile poil cette distance-là. Ça, on va le faire grâce à deux paramètres. Donc ici, on a deux miroirs. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un rayon qui est un tout petit peu trop dévié comme ça sur le côté? Il va rebondir sur mon miroir et il va sortir. Là, il va rebondir, il va sortir, il va rebondir, il va sortir, etc. Donc, quels sont les rayons qui vraiment restent à l'intérieur de mon milieu? Il n'y a que ceux qui sont extrêmement parallèles. Et ici, on fait un tout petit trou dans mon miroir, et donc ça va laisser passer que ceux qui sont extrêmement parallèles. Donc ça permet d'avoir finalement tous mes rayons qui vont dans une seule direction et qui ne sont pas en train de se faire comme ça, comme une lampe classique. Ok? Donc nous, on veut pas ça. On veut au contraire que le rayon soit très directif comme ça. Ça, c'était le premier élément. Et maintenant, comment on fait pour qu'un laser, si je regarde son spectre, le laser, hein, si je prends une LED classique, la LED classique, c'est à peu près comme ça. Si je prends une diode laser, c'est un pic. Et un pic extrêmement précis. Et pourquoi ça? En fait, ici, j'ai deux niveaux d'énergie. Alors en vrai, il y en a d'autres qui existent. Mais ces deux niveaux d'énergie ils correspondent à une certaine longueur d'onde. Alors si je fais le calcul, je peux calculer l'énergie, je peux calculer tout ça, et donc on peut calculer la longueur d'onde qui correspond à cet élément-là. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une distance ici, qui est un multiple de lambda sur 2. Et ce que ça va faire, c'est que tous les autres éléments qui seraient pas à lambda, par exemple ceux-là, quand ils vont rebondir et revenir, eh bien ça va faire que ça va contrecarrer cette longueur d'onde là pour les autres molécules. Donc en fait, ici, le fait de choisir lambda sur 2, ça veut dire qu'on va avoir un petit peu comme on avait, alors c'est une image, attention, c'est pas la vérité, mais un petit peu comme quand on avait des interférences constructives, là c'est pareil. Le fait de mettre ici lambda sur 2 ou un multiple, ça va faire des interférences constructives, alors que dans l'autre cas, ça va les atténuer, donc petit à petit elles vont se réduire. Donc tous ces paramètres-là font que le laser, il a une longueur d'onde bien précise et il a
il est très 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 directif. Voilà pour le laser. J'ai pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin. Donc on va faire la photodiode. Donc la photodiode, c'est un composant qui, cette fois, reçoit de la lumière. Donc c'est une diode qui reçoit. D'accord? Elle a deux modes de fonctionnement, ce que vous avez vu en TP. Le mode photovoltaïque, c'est-à-dire juste, je l'éclaire. Et si je l'éclaire et que je la branche à une résistance, eh bien elle va émettre du courant. Voilà. Donc elle émet du courant dans ma résistance. Ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation directe. Alors le problème, c'est que le courant qu'elle émet, c'est quelques picots, quelques nano ampères. C'est extrêmement petit. Et le souci, c'est que même si je mets une grande résistance, j'aurai pas une tension transcendante. Et puis si je veux faire du courant, ce sera pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de rajouter si je veux arriver à avoir une tension exploitable pour mesurer la quantité de lumière? Eh bien il va falloir que j'amplifie le signal émis par la photodiode. Donc la photodiode émet du courant, il y a une partie filtrage et il y a une partie ici amplification. Donc si je regarde ici, je rentre sur la borne plus de mon amplificateur, j'ai une rétroaction sur la borne moins, donc rétroaction sur la borne moins, je suis en mode amplificateur. Je rentre sur la borne plus, donc je suis en mode non inverseur. Et ici, j'étais en mode, je rentrais sur la borne moins, donc j'étais en mode inverseur. Rétroaction sur la borne moins, donc amplificateur. Donc tout ça, c'est filtrage et amplification pour mon signal. Il existe un deuxième mode, c'est celui qu'on a utilisé en TP si vous avez choisi la photodiode. C'est le mode photoconducteur. Le mode photoconducteur, on va polariser la diode en inverse. Donc vous savez que la photodiode, c'est comme une diode. Donc si je mets le courant qui est censé aller dans l'autre sens, eh bien elle le bloque. Mais quand on l'éclaire, elle bloque de moins en moins. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui envoyer du courant dans la tête, et elle va bloquer jusqu'à ce qu'on l'éclaire. Et donc on aura bien fait un capteur qui est capable de laisser le courant passer que quand on l'éclaire. D'accord? Et ces deux modes de fonctionnement, on les retrouve ici. Donc le mode photovoltaïque, c'est là. On a un courant négatif et une tension négative. Et le mode photoconducteur qui est ici, on le retrouve ici dans le diagramme courant-tension. Voilà, il me manque à faire pour cette vidéo le phototransistor, la photorésistance et le capteur CCD que je n'ai pas eu le temps de traiter. Voilà pour cette partie.